Je passe la parole maintenant à deux oncologues médicaux, le docteur Éric Charles-Antoine, le docteur Anatole Sessot. Donc bien sûr, les avancées de ces 10 dernières années, vous allez nous en parler. Et les modérateurs sont cette fois-ci les docteurs Rothenberg et les docteurs Langsner. Bien. Bonjour à toutes et bonjour à quelques. Un peu moins d'hommes que de femmes. Merci. Merci. En fait, ce que je vais juste faire, c'est commencer par ma diapo de conclusion. Merci de votre confiance. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on vient régulièrement chaque année essayer de vous transmettre quelques nouveautés. Et là, c'est sur les médicaments. Vous l'avez compris, un oncologue médical intervient parfois avant la chirurgie, lorsque ça s'impose. Souvent après la chirurgie, dans la prévention des rechutes, vous l'avez peut-être compris. Et puis, bien sûr, lorsque malheureusement la maladie est en rechute ou lorsqu'elle est avancée. Et on a voulu, avec mon collègue Anatole, vous faire un petit peu les 10 dernières années et surtout ce qui va pouvoir peut-être changer. On est en pleine période de bouleversement en ce moment en matière de médicaments et cancer du sein. En fait, il y a 10 ans, c'est simple, c'était la chimio et l'hormonothérapie dite de grand-mère, traditionnelle. Et puis, vous allez voir qu'aujourd'hui, les choses ont bien changé. Il y a de très nombreux nouveaux médicaments qui ont toujours cette caractéristique d'être plus ciblés, plus personnalisés, plus adaptés et qui, en règle générale, sans véritablement se substituer à la chimiothérapie, vont parfois la compléter et parfois finalement la remplacer. Et donc ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Alors si vous le voulez bien, en fait je pense que, voilà, c'était un peu ce qu'on voulait vous dire, on va faire très vite parce qu'on est très très sérieusement contrôlé sur le temps, mais en gros on va vous donner 4 avancées qui nous paraissent importantes. Les cancers du sein hormonodépendants, c'est les plus importants en termes de nombre. Il y a des nouvelles hormonothérapies, et ça, c'est Anatole qui va en parler. Les cancers du sein très particuliers qui ont ce qu'on appelle un statut HER2, on va y revenir, qui représente que 10 à 15% des cancers du sein, mais pour lesquels, finalement, clairement, au cours des dernières années, c'est là où il y a eu le plus grand progrès. Ces cancers qui étaient en général très péjoratifs, très agressifs, sont aujourd'hui quasi les meilleurs sur le plan du pronostic, c'est-à-dire ceux qu'on guérit le plus à stade égal. Tout simplement grâce à un traitement ciblé qu'on appelle le trastuzumab ou l'Herceptine pour celles qui en ont peut-être déjà reçu dans cette salle. Des cancers du sein qui sont encore malheureusement relativement difficiles à traiter parce que là aussi agressifs, là aussi avec une histoire naturelle très particulière, c'est les cancers du sein qu'on appelle triple négatifs, c'est-à-dire totalement indépendants des hormones, avec un comportement assez anarchique. Et bien ces cancers du sein, il y a des résultats prometteurs avec des techniques déjà utilisées dans d'autres tumeurs qu'on appelle l'immunothérapie. Anatole y reviendra. Et puis, des cancers encore du sein très, 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 très spécifiques, ce qu'on appelle les cancers du sein BRCA mutés, on en a parlé tout à l'heure. C'est ces formes dites héréditaires de cancer du sein, c'est-à-dire transmission familiale d'un gène de prédisposition au cancer du sein qu'on appelle les gènes BRCA, et qui bénéficient dès aujourd'hui de traitements nouveaux, plus adaptés en fait à cette spécification génétique. Donc on va y aller. Je suis désolé, je ne connais pas l'ordre. Alors simplement pour vous rappeler que ça aussi, c'est en fait 10 à 15 ans de recherche. De recherche quoi? De recherche biologique, anatomique, qui nous permettent non plus de parler de cancer du sein, mais des cancers du sein. En fait, il n'y a pas un cancer du sein identique pour tout le monde. Il y a des cancers du sein. Et clairement, dans les 15 ans, chaque personne opérée d'un cancer du sein, avec un diagnostic de cancer du sein, aura une carte personnalisés de ce type de cancer. On s'est aperçu qu'ils sont complètement différents et répondent donc à des traitements différents et doivent être pris en charge différemment. Mais globalement, on vous les a situés ici. Globalement, 80% sont hormonodépendants. Il y a des cancers du sein qui ont ce statut R2 et puis ceux qui sont mutés et triple négatifs. Alors, comme je suis très pressé, je vais parler vite, mais je vais essayer quand même d'être clair. Donc, alors, comme je passe à les diapos, c'est toujours un peu difficile. Mais Anatole me devine. Donc, simplement, on a parlé des progrès des dernières années. Alors voilà l'exemple même de la thérapie dite ciblée, qui a transformé le pronostic de ces cancers du sein, auparavant agressifs, et désormais les plus curables, à tel point que les classifications aujourd'hui intègrent non plus simplement le cancer, sa taille, ses caractéristiques, mais le traitement qu'on va faire, et donnent ce cancer comme étant l'un des plus curables aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas il y a 15 ans, je le répète. Grâce à quoi? On va y aller tout de suite, diapo suivante. Alors je vous rappelle on n'est pas là pour faire de la science, j'en ai ni le temps ni les compétences, mais simplement pour vous dire qu'il y a 2 types de cancers du sein, celle qui exprime à la surface des cellules tumorales une protéine qu'on appelle HER2, et celle qui ne l'exprime beaucoup plus, ici. En fait, c'est quoi ces petites protéines? Alors je suis désolé, il n'y a pas de petits pointeurs parce que c'est un écran LED. C'est des petites protéines qui sont à la surface de la cellule tumorale. Il faut faire un tout petit peu de science pour comprendre les médicaments ciblés. Ces petites protéines, elles peuvent être hyper nombreuses, en abondance totalement anormale d'ailleurs. Et en fait, quand cette protéine existe, elle transmet un signal au noyau qui permet la prolifération anarchique
de la cellule tumorale. Eh bien, cette protéine, elle existe en abondance dans 10 à 15% des cancers du sein. Ça fait que 15 ans qu'on la recherche systématiquement parce qu'on l'a identifiée, mais maintenant, c'est systématiquement fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un diagnostic de cancer du sein qui, aujourd'hui, pourrait être fait sans qu'on recherche la présence de cette protéine. C'est indispensable parce que, un, il ne s'agit pas du même cancer du sein que les autres, et deux, on a des traitements qui ont transformé l'histoire naturelle de ce cancer. Diapo suivante, Anatole. Alors, simplement, ces traitements, c'est quoi? Ce n'est pas de la chimio. Ce n'est pas de la chimiothérapie. Ce sont des anticorps, on appelle ça des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des molécules qui vont aller se fixer sur la partie extramembranaire du récepteur. On va faire vite. C'est des petites molécules que vous voyez là, des anticorps, qui vont aller se fixer sur la petite protéine que je vous ai montrée tout à l'heure et qui vont la bloquer. En fait, c'est une fausse clé qui va aller dans la bonne serrure, mais qui va bloquer la porte. Elle ne va pas s'ouvrir et le signal ne sera pas transmis. Ça s'appelle l'herceptine, pour l'un et le Perjeta pour l'autre. Alors ça, c'est historique, simplement pour vous dire que ça fait 15 ans qu'est apparue la première communication sur ce traitement. Diapo suivante. Alors aujourd'hui, qu'on soit clair, bien sûr qu'on l'utilise dans les phases de rechute, mais surtout, et comme toujours, le meilleur traitement de la rechute, c'est de l'éviter. C'est-à-dire de le donner précocement, ce traitement, pour éviter que la rechute arrive. Eh bien, ça marche. On a réduit de 50% le risque de rechute grâce à un anticorps sans toxicité ou presque aucune, et qui réduit de 50% le risque de rechute, donc à 10 ans. Et en plus, non seulement on ne parle pas que de rechute, mais on parle de guérison supplémentaire, 30% d'amélioration de guérison, là où le cancer était parmi les plus agressifs. Aujourd'hui, une petite tumeur qui surexprime HER2, c'est 99% de guérison à 10 ans. C'est clair. Donc on atteint des résultats meilleurs que les petites tumeurs qu'on croyait les meilleures, hormonodépendantes antérieures. Diapo suivante. Bon, ça, on vient d'en parler. Alors, le progrès demain, c'est quoi? C'est plus uniquement des anticorps pour aller bloquer donc, cette petite protéine. C'est aussi des médicaments qui vont aller bloquer le signal un petit peu plus en aval. C'est le nératinib qui a déjà montré, diapo suivante, que finalement, on améliorait encore, malgré l'herceptine qu'on donne, le petit pourcentage de rechute résiduelle dans les grosses tumeurs, d'environ 50%. Ce n'est pas encore disponible en France, ça va l'être dans l'année. C'est un traitement qu'on rajoute à l'herceptine pendant 1 an. Le double blocage, on va aller vite. En fait, on multiplie les anticorps. On a compris que ça pouvait marcher sur ce type de tumeur exclusivement. Exclusivement. C'est sur ce type de cancer du sein où il y a cette protéine que l'on peut bloquer avec différents anticorps. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les doubles blocages. Diapo suivante, on va aller vite là-dessus, qui ont amélioré, bien sûr, les résultats en phase avancée, diapo suivante, et qui sont en cours d'évaluation également en phase précoce. Pour l'instant, le double blocage n'est pas utilisé en phase de prévention des rechutes, uniquement en phase de rechute. Et puis encore mieux, en fait, on s'est dit, mais si on pouvait éviter la chimiothérapie, parce que ces anticorps sont associés au départ, en tout cas, à une chimiothérapie traditionnelle. Eh bien, en fait, on a vectorisé la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'on a attaché à l'anticorps une petite molécule de chimiothérapie. Quand l'anticorps reconnaît la fameuse protéine R2, il se bloque avec cette protéine, bloquant le signal, mais aussi libérant une petite molécule de chimiothérapie directement dans la cellule. Ce qui fait que ça évite de le passer par voie veineuse. Donc ça évite les effets secondaires. C'est ce qu'on appelle de la chimiothérapie vectorisée par le biais de ces anticorps. Eh bien, le résultat, c'est que c'est aussi efficace que la chimio avec l'herceptine, et ça fait même mieux. Aujourd'hui, ce médicament est pour le moment uniquement utilisable en phase de rechute, mais il arrive très très vite en phase de prévention des rechutes, c'est-à-dire dès le diagnostic du cancer du sein. Et c'est vraiment là aussi un progrès spectaculaire. Diapo suivante. Bon, on va aller vite là-dessus, c'est pas très grave. Donc demain, c'est quoi? Si vous saviez le nombre de publications aujourd'hui sur de nouveaux anticorps, supposés plus efficaces, plus pertinents, moins dangereux, même si vraiment les toxicités avec ces anticorps sont très modérées, eh bien, on en est couvert. Alors, bien sûr, il va falloir du temps, parce qu'on a un tel niveau de guérison aujourd'hui, je viens de vous le dire, que pour prouver l'intérêt, c'est-à-dire la pertinence, on parlait tout à l'heure de la pertinence des examens, eh bien, il va falloir du temps. Mais en tout cas, ils existent. Et puis demain, c'est non seulement d'associer ces anticorps avec de la chimiothérapie, voire de supprimer la chimiothérapie, mais aussi de l'associer à de nouvelles thérapies ciblant les voies hormonales du cancer du sein, parce que la moitié de ces cancers du sein auparavant agressifs, sont aussi dépendants des hormones. Et là, c'était il y a une semaine, en octobre 2019, à un congrès européen à Barcelone, où on a vu qu'en fait, là où on faisait avant de la chimiothérapie plus ces anticorps, eh bien on peut faire aussi bien en faisant l'anticorps plus une thérapie ciblée, dont Anatole va parler, plus un traitement hormonal. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez bien compris, on fait mieux, et on fait sans chimio aujourd'hui, avec des résultats meilleurs, et donc moins d'effets secondaires, pour ce type de cancer. Anatole?
Voilà, donc moi je vais vous parler pour le coup des patientes qui ont un cancer du sein avec une expression des récepteurs aux hormones, donc, et sans expression du fameux récepteur HER2 que vient de décrire Éric Charles. Mais on est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a toujours pour ambition d'augmenter le différentiel de toxicité entre celles qu'on veut avoir sur les cellules cancéreuses et celles qu'on ne veut pas avoir sur les cellules saines des patientes pour éviter tous les effets indésirables. On sait de très longue date que ce qu'on appelle, nous, l'hormonothérapie, qu'on devrait appeler en fait l'anti-hormonothérapie, c'est-à-dire les médicaments qui ont pour objectif d'empêcher l'action des hormones féminines pour influencer la croissance des cancers, sont des traitements qui sont efficaces de très longue date. On sait aussi qu'au bout d'un certain temps apparaissent des mécanismes de résistance et donc ces traitements ont une durée d'action qui est limitée dans le temps. Et l'ensemble des médicaments dont je vais vous parler et qui sont aujourd'hui utilisés en pratique courante ont pour but d'augmenter l'efficacité de ces traitements, en efficacité au moment où on les donne et aussi en durée d'efficacité. Et on va essayer comme ça tout au long de la maladie d'obtenir un équilibre avec ces traitements pour utiliser différentes combinaisons et avoir le meilleur équilibre possible, faire en sorte que les patientes puissent avoir la vie la plus normale possible avec les traitements et avec la maladie, en venant le moins possible nous voir à l'hôpital, soit en hôpital de jour, parce que ce sont des traitements oraux, et pouvoir être chez elles avec des consultations qui, au début, sont mensuelles et puis progressivement espacées de façon trimestrielle, voire même plus. On obtient parfois des voyages pour des gens ou des gens qui viennent à l'étranger, qui viennent nous voir régulièrement, en faisant le point régulièrement, tous les 3-6 mois, et en revérifiant, en faisant un petit point tous les 3-6 mois pour revérifier, savoir si on peut continuer le même traitement ou si on doit changer. Bien sûr, il s'agit de sélectionner les patientes pour que le traitement marche. On a pour ça pas mal d'outils. Certains traitements sont disponibles de façon systématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test nécessaire avant de faire le traitement pour le donner, comme les inhibiteurs de cycline dont je vais vous parler. Et puis pour certains, on va chercher, c'est-à-dire qu'on va demander des analyses complémentaires, dites moléculaires, sur la tumeur, soit sur la tumeur qui a été retirée à l'époque où elle a été retirée, si c'est le cas, par voie chirurgicale, soit par biopsie, c'est-à-dire qu'on demande la réalisation de biopsie, soit maintenant de plus en plus par une prise de sang, tout simplement. On cherche l'ADN du cancer sur la prise de sang et on va chercher cette anomalie-là pour la cibler avec des traitements. Alors, je vous ai choisi une petite métaphore en lien avec ce que disait tout à l'heure Éric Charles, c'est-à-dire que quand on veut tuer une cellule cancéreuse, parce que c'est en fait notre métier, on cherche à tuer le plus possible de cellules cancéreuses le plus facilement possible et avec le moins de dégâts possible, on a plusieurs opportunités. On peut soit se situer à la surface de la cellule qui est ici représentée et agir en surface, ou alors agir sur toute la chaîne qui descend ici. Et toutes les 15 dernières années, ça a été l'exploration de cette chaîne qui conduit au signal qui va conduire à la croissance des cellules, qui vont faire que les cellules vont se multiplier, ou plus exactement se diviser. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, alors parfois on sait qu'il y a des maillons de la chaîne qui sont constants, et puis certains ne sont pas constants. Par exemple, si vous entendez parler des médicaments comme l'alpélizib, il y a une mutation qui s'appelle PIK3CA, c'est du jargon, ça n'a aucun intérêt, mais simplement, on sait que cette anomalie, elle n'est pas présente chez toutes les femmes. Quand elle est présente, on sait qu'on peut la cibler. Maintenant, il y a des médicaments qui sont disponibles pour ça chez les patientes qui ont un cancer dit hormonodépendant. Et puis, des études vont débuter au début 2020 chez les patientes qui ont des cancers dits non hormonodépendants. Donc, on va même commencer à avoir ce type de traitement probablement pour les cancers du sein dits triple négatifs. On entend par là sans récepteur aux oestrogènes, 1, sans récepteur à la progestérone 2 et sans récepteur HER2, 3, ça fait triple négatif. Donc on a cette chaîne de signalisation, on peut agir en haut avec les anti-aromatases. Eric vous parlait des anticorps monoclonaux lorsque c'est le cas, mais ce n'est pas le cas ici puisqu'on est dans les cancers du sein dits HER2 négatifs. Alors là, il y a eu un, c'est pas grave, voilà, ils sont là. Et ensuite, les modulateurs des récepteurs aux oestrogènes, comme le fulvestrant par exemple, les anti-PIK3 kinases, comme je vous disais tout à l'heure, et puis les nouveaux médicaments que sont les inhibiteurs de cycline, vous allez en entendre parler. Là, on sait qu'il n'y a pas besoin de rechercher, de faire une analyse au préalable pour savoir si ces médicaments-là vont être efficaces. On les utilise aujourd'hui pour les patientes qui ont un cancer du sein avec des métastases et qui est hormonodépendant, et on a de très bons résultats. Le seul petit paradoxe qu'on a parfois en consultation, c'est que, évidemment, quand on ajoute un médicament, on ajoute aussi des effets indésirables. Ils ne sont pas insurmontables, mais les patientes nous disent souvent
j'avais moins d'effets indésirables quand j'avais juste la piqûre de fulvestrant ou quand j'avais juste l'hormonothérapie par létrozole, par exemple, ou anastrozole. Et vous me rajoutez un médicament qui me fatigue un peu plus, qui me fait perdre un petit peu les cheveux, même si je ne les perds pas complètement. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Et donc, on a ce dialogue en consultation. Il y a des prises de sang qui sont un peu plus fréquentes pour savoir à quel dosage on doit donner le médicament et obtenir un équilibre de traitement, parce qu'on n'est pas tous pareils et donc il faut adapter la dose. Et donc, on essaye d'expliquer que c'est un traitement qui est un petit peu comme un investissement pour que le traitement par anti-hormonothérapie dure plus longtemps et qu'on puisse avoir des cartes de traitement. Nous, on a des cartes de traitement pour essayer de lutter contre la maladie, durent plus longtemps et qu'on ait plus de traitements à proposer au fil du temps. Et on va gagner sur chaque étape avec des combinaisons d'hormonothérapie et de ce qu'on pourrait appeler des boosters, finalement, qui sont associés en comprimé avec les traitements. L'autre contexte, c'est donc les cancers du sein dits triple négatifs, donc sans récepteur oestrogène, sans récepteur à la progestérone et sans expression HER2. Et là, on était jusqu'à aujourd'hui un petit peu démunis de cibles. Et donc, c'est vrai que c'est jusqu'à présent des maladies qu'on traite essentiellement avec ce qu'on appelle communément de la chimiothérapie, c'est-à-dire des traitements qui vont viser à empêcher la division cellulaire, mais de façon moins spécifique, et donc avec des effets indésirables sur les cellules dites saines qui se reproduisent elles aussi, mais de façon normale, donc avec les cellules du sang, de la moelle osseuse, et puis de la bouche, par exemple. Le concept, c'est l'immunothérapie, c'est d'essayer d'avoir une action complémentaire de la chimiothérapie. Comment ça marche l'immunothérapie ? Ça fait très longtemps qu'on sait que l'organisme est capable de lutter contre les cellules cancéreuses, mais qu'il ne le fait pas de façon courante. Et donc, après de nombreuses années de recherche et des millions de dollars dépensés, on a fini par identifier qu'il y avait un lien normal, pour schématiser, entre la cellule immunitaire et la cellule cancéreuse. Donc là, il y a une reconnaissance qui est normale. Et puis, il y a la cellule cancéreuse qui exerce par un lien qui est pathologique, donc un mécanisme de corruption, c'est-à-dire que le système immunitaire est présent, mais il est inactivé par un mécanisme de corruption, et il dit, bon, bah voilà, je vois rien, je ne fais rien. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement inactiver ce lien avec des médicaments qui sont aussi des anticorps monoclonaux, comme le trastuzumab dont parlait Éric Charles, mais avec d'autres médicaments. Et ce lien, une fois coupé, donc c'est relativement passif en fait, c'est pas un médicament qui est actif, on va redonner la capacité à la cellule immunitaire d'agir contre la cellule cancéreuse et de la tuer. Donc c'est assez indirect. Et en pratique, le concept a fait de nombreuses preuves dans de nombreuses maladies comme le mélanome ou le cancer du poumon. On est au début dans le cancer du sein dit triple négatif, mais les progrès sont pour demain matin, je pense. Voilà, je vais redonner la parole à Éric Charles. Il nous reste très peu de temps, mais on va juste finir. Enfin, les progrès, c'est pour demain matin. Non, pour être honnête, depuis juillet 2019, donc c'est tout récent, on peut utiliser l'immunothérapie dans des conditions très particulières des cancers du sein triple négatifs. Vous voyez que c'est tout récent, c'est à moins d'un mois. Mais pour l'instant, c'est très, très réservé. Alors attention, ça ne se substitue pas à la chimiothérapie. Pour l'instant, ça la complète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immunothérapie seule, pour le moment, dans les cancers du sein. Donc il n'y a pas de fausses promesses. Bon, ça c'était simplement pour dire qu'il y a d'autres choses. Et pour finir, c'est les cancers du sein héréditaires, vous savez, les fameux cancers du sein BRCA, en fait, qui représentent, vous le savez, moins de 5% des cancers du sein aujourd'hui, mais pour lesquels on sait qu'à peu près 20 à 25% des cancers du sein dans la population générale peuvent être appariés à ce type de prédisposition familiale. On va aller très vite. Ces cancers du sein se caractérisent par le fait qu'il y a une mutation sur un gène suppresseur de tumeurs, et cette mutation fait qu'en fait, ce gène n'est pas actif, et donc les tumeurs peuvent se développer. En l'occurrence là, c'est le gène du cancer du sein. Et donc, je vous le rappelle, c'est des cancers du sein qui surviennent plutôt chez des femmes jeunes, qui sont parfois bilatéraux, qui peuvent aussi s'associer à des cancers de l'ovaire. Bref, c'est tout un contexte relativement lourd, et qui sont liés donc à ces différentes mutations donc sur ces gènes. Diapo suivante. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouveaux médicaments qui vont aller agir, c'est un peu complexe, sur ce que ces gènes inactivent. Ça s'appelle des inhibiteurs de PARP. C'est complètement barbare. Mais sachez qu'en fait, il y en a 4 déjà disponibles. Et en fait, la révolution, c'est quoi ? C'est que pour le moment, uniquement en phase de rechute, il faut bien être clair, mais c'est toujours comme ça, le développement d'un médicament, il passe d'abord par une phase de rechute quand il a démontré son activité, mais pas uniquement, sa pertinence par rapport au traitement standard. Il va passer en phase précoce, c'est-à-dire en prévention de la rechute, qui est quand même notre Graal ultime. Eh bien, ces médicaments, aujourd'hui, depuis
juillet, là aussi 2019, sont disponibles dans les cancers du sein en phase de rechute pour uniquement ces formes mutées, je tiens à le dire, hein, et qui sont des médicaments qui ne sont pas de la chimio, qui n'ont pas du tout les mêmes effets secondaires et qui ne la complètent pas. Ils ont été comparés, ils font mieux. Il faut mieux que quelle que soit la chimiothérapie qu'on pratiquait auparavant. Les études ont montré qu'on laissait à la disposition de l'investigateur clinicien le choix de ce qui pensait être à ce moment-là la meilleure chimiothérapie pour cette femme en phase de rechute, et c'était comparé à un de ces médicaments. Et dans toutes ces études, le médicament seul, sans chimio, faisait mieux sur tous les paramètres classiques d'évaluation d'efficacité, la régression de la tumeur, le contrôle de la progression, ce qu'on appelle les survies. Eh bien, pour l'instant, ces médicaments arrivent à grands pas. Ils ne sont pas encore financés, hein, il faut que ça soit clair. Pour le moment, c'est ce qu'on appelle des ATU. On a la chance en France de pouvoir avoir accès à des médicaments très tôt. Hein, et c'est possible aujourd'hui, donc, pour ces femmes uniquement en rechute. Alors, il est évident que dès que ça marche en rechute, c'est déjà en évaluation, en prévention, en lieu et place de la chimiothérapie. C'est des progrès considérables. Certes, pour des petits segments de cancer du sein. Ce n'est pas tous les cancers du sein, les cancers du sein mutés. Les cancers du sein R2+, ce ne sont pas tous. Mais à chaque fois, cette sommation, cette addition de progrès fait qu'on a fait de réelles avancées depuis 10 ans. Et diapo suivante, bon, on va passer vite là-dessus, parce que ce n'est pas le souci, on passe. Hein, voilà. Et c'est un nouveau standard. Hein. Et puis alors demain, peut-être que je ne serai plus là dans 10 ans, mais en tout cas demain, hein, on va revenir juste sur la diapo précédente. Demain, on va associer tout ça. C'est toujours le même principe. Vous savez, on est assez rustique, nous. Hein. C'est le même principe. On a des médicaments nouveaux, efficaces. On va les associer ensemble pour être encore plus efficaces. Et ce n'est pas un demain, après-demain. C'est déjà en cours. On va associer ce que nous a présenté donc, tout à l'heure Anatole, parce que finalement, ces médicaments, les anti-PARP dont je vous parle, transforment une tumeur qu'on appelle froide, c'est-à-dire qui n'est pas reconnue comme telle par les cellules immunes, en tumeur chaude. C'est-à-dire qu'en plus, ça va stimuler les défenses immunitaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va associer de l'immunothérapie, ces inhibiteurs-là, et même des inhibiteurs de cycline. Bref, ce sont ces triplets, ces nouvelles combinaisons, qui font l'objet déjà, on vous les a cités, de très nouvelles associations qui font l'objet d'essais. Donc, on verra. Mais il y a vraiment, en fait, on n'est pas optimiste, on est vraiment submergé de nouvelles informations qui bouleversent notre attitude standard. Diapo suivante, et pour finir, vous avez bien compris que ça, il faut le savoir avant. Il faut savoir si vous êtes muté. Il faut savoir si finalement votre tumeur est dépendante des hormones. Il faut savoir s'il y a le statut R2. Il faut savoir s'il y a des mutations dont vous avez parlé. Donc là, on est face finalement à quelque chose de, je dirais, d'ubuesque. On a des nouveaux médicaments. On a des nouvelles cibles. Faut-il encore que ces cibles soient identifiées? Pour que ces cibles soient identifiées, il faut qu'on les recherche. Pour qu'on les recherche, il faut que des techniques standards soient évaluées. Et là, c'est un vrai problème parce qu'elles existent. Elles ne sont pas toujours standardisées. Le problème, c'est que ce n'est pas remboursé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un statut, on va passer à la diapo suivante et dernière, avoir un statut du BRCA. Voilà, non, juste avant, voilà. Hein, parce que voilà ce qu'on devrait normalement rechercher demain sur toute pièce opératoire, sur toute femme opérée d'un cancer du sein. On devrait savoir son statut BRCA. On devrait bien sûr, et ça on le sait, le statut des récepteurs aux hormones, le statut R2, mais on devrait savoir aussi les mutations qui peuvent être ciblées. Aujourd'hui, c'est possible, mais moyennant financement, moyennant des délais extrêmement longs, ça n'est pas reconnu aujourd'hui par nos autorités en tant que telles. Alors évidemment, là aussi, il y a un lobbying à faire. Hein. Pourquoi? Parce que plutôt que de faire un traitement pour tout identique, vous avez bien compris qu'il y aura un traitement spécifique pour chaque. Et ça, c'est vraiment la transition majeure d'aujourd'hui, la médecine de précision personnalisée. Et là, il y a un vrai problème de coût. Le coût. Hein. Ça n'est pas remboursé aujourd'hui. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué pour nous. Merci à notre établissement. Et là, on le dit très sincèrement, on bat notre coupe, mais à culpa, mais à maxima culpa. Nous vous coûtons cher, parce que nous avons un établissement qui prend en charge ces tests, qui les paye. On ne peut pas les faire pour tout le monde, on essaye de cibler. Mais voilà, je sais qu'un jour, on sera convoqué dans votre bureau, Madame la Présidente, en disant « vous nous coûtez très très cher, les oncologues médicaux ». Nous le savions, on l'assume, parce qu'effectivement, ça coûte cher. Mais le scandale, il n'est pas là, vous l'avez bien compris, le scandale, c'est que ça ne soit pas pris pour le moment en charge, alors que c'est une médecine non pas d'après-demain, c'est une médecine déjà d'aujourd'hui. Je crois qu'on a fini. Merci voilà, merci beaucoup. En tout cas. Merci. Nous attendons vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question au fond de la salle. Juste, j'aimerais savoir si ces tests étaient remboursés, est-ce que le coût des traitements ne serait pas diminué? Non, alors on aborde un autre problème, je ne sais pas s'il fonctionne, c'est que ces traitements sont nouveaux. Ça s'appelle des traitements ciblés. Nous ne dominons pas, ce n'est pas nous qui fixons les prix de ces traitements. Ces traitements sont extrêmement coûteux si on prend leur coût individuel. Après, si vous évitez des rechutes, si vous évitez des morbidités, ben oui, mais alors ça,
Dites, c'est dommage que notre député ne soit pas là. Lorsqu'on vote un budget de santé publique ou de sécurité sociale, c'est à 5 ans, ce n'est pas à 15, puisque c'est politique. Donc il est très clair que c'est des coûts à court terme qui prédominent, et pas du tout des coûts à moyen ou à long terme. Je suis vraiment navré qu'elle ne soit plus là, parce que c'est ça le problème. C'est que nos politiques votent des budgets immédiats, et effectivement, dans l'immédiat, il faut s'attendre à un surcoût qui sera compensé par le fait qu'il y ait moins d'effets secondaires, que ces patientes vont vivre plus longtemps sans rechute par rapport à une rechute. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre parce que c'est quelque chose qui est dans le temps et qu'il y a une grande alternance, hein, vous l'avez vu, politique, et que, évidemment, le budget de la Sécu, c'est an par an. Merci, nous allons prendre les questions. Alors moi, ma question partait du constat qu'il y a beaucoup de patientes qui arrêtent l'hormonothérapie en cours de route, quelques mois ou quelques années, parce que des effets secondaires qui ne sont pas supportables sur le long terme. Donc voilà, en corollaire à ça, je voulais savoir si c'était proportionnel l'efficacité. Si on tient 1 an, on a 1/10 de ce qu'on aurait dû avoir en 10 ans comme efficacité, ou si on tient 6 mois, c'est cool, pas mal, ou non, en dessous de 5 ans, cherche pas, ça sert à rien. Question difficile, on n'a pas vraiment de données sur les traitements inférieurs aux durées qui étaient évaluées dans les essais cliniques. Dans les essais cliniques, c'est vrai que c'est assez différent de la vraie vie, puisqu'il y a tout un accompagnement, et puis on s'assure que les patientes prennent le traitement, en tout cas on essaye de le faire, pour modéliser les choses. Entre 0 et 5 ans, on n'a pas vraiment de données pour dire si vous prenez 1 an, vous avez X%. C'est probablement un continuum. Les seuils qui ont été définis dans les études sont arbitraires. Pour l'instant, on n'a pas de données en dessous de 5 ans réellement. Non, je suis d'accord avec toi. Cela dit, il y a quand même des vieilles études. Alors, je suis d'accord, hein. On se base toujours en médecine, il faut du recul quand même, sur de vieilles études, mais on avait montré que 5 ans, ça faisait mieux que 2, et que 2, ça fait mieux que 1. Voilà, aujourd'hui, pour être très clair. Hein. En prévention, je pense que c'est cette question-là. Maintenant, ce qu'on peut espérer, mais ce n'est pas évalué. C'est intéressant pour une patiente. 1 an, ça vaut mieux que 0. Ah oui. Ah oui. Autant tenir le coup. Oui, parce que ça a été le tout début du développement de ces traitements hormonaux, où la durée, au départ, était d'1 an. Et ça faisait mieux que rien. Mais attention, quand on peut faire 4-5 fois mieux en prolongeant à 5 ans, il faut aussi accepter. Encore une fois, c'est une acceptabilité du risque. Hein. Voilà. Maintenant, on peut espérer... C'est l'acceptabilité des effets secondaires. Oui, mais les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on peut arrêter pour ne pas avoir à subir un enfer au quotidien. Je le comprends, c'est mon quotidien aussi, en tout cas en réception des complaintes de nos patientes. Mais attention, il faut aussi savoir qu'en face, l'arrêt d'un traitement correspond à l'acceptabilité d'un risque de rechute plus élevé par définition. Alors après, on laisse le choix, hein, bien sûr. Mais attention, il faut aussi savoir ce qui rend les choses extrêmement compliquées. Parce que la plupart des femmes comme vous qui viennent nous voir et nous disent « on n'en peut plus, on veut arrêter », elles aimeraient la caution médicale. C'est-à-dire qu'on aimerait entendre que le médecin dise « oui, vous pouvez arrêter, ça ne pose pas de problème ». On ne peut pas leur dire ça. On n'est pas en droit de le dire. Par contre, on peut dire qu'effectivement, c'est un choix, et c'est un choix extrêmement cornélien et difficile. D'accord ? Ah, on peut, juste pour dire, on peut espérer qu'avec ces nouvelles thérapies, hein, les inhibiteurs de cycline, dans un deuxième temps, on réduise la durée du traitement, puisqu'on peut être plus efficace sur les 2-3 premières années. On peut l'espérer, hein, je n'ai pas dit que ça sera le cas. On parle de 5 ans à 10 ans, voire plus. Alors là, vous étiez en dessous les 5, mais 7, non, je crois qu'aujourd'hui, les 9, choses... 10, on continue jusqu'à quand ? Je ne sais pas qui pose la question, mais... Ah, c'est tout au fond, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu. Écoutez, aujourd'hui, les 10 dernières années ont été marquées par des controverses, des essais contradictoires sur la durée optimale du traitement hormonal adjuvant, c'est-à-dire préventif, lorsqu'on a été opéré d'une tumeur qui est hormonodépendante. Il y a des choses très claires. Si on débute par un inhibiteur de l'aromatase, c'est-à-dire théoriquement après l'âge de la ménopause, c'est 5 ans. Il n'y a aujourd'hui, même si on en a parlé un peu, aucun intérêt à le prolonger au-delà des 5 ans. En revanche, ce n'est pas vrai que tamoxifène, qui est un ancien médicament, qui lui est souvent proposé lorsqu'on n'est pas ménopausé. Et là, il y a des éléments pour penser que prolonger le tamoxifène au-delà des 5 ans, c'est-à-dire sur 10 ans, pourrait être meilleur que de l'arrêter au bout de 5 ans, mais pas pour toutes, dans certaines conditions où il y a un grand risque de rechute tardive, c'est-à-dire des grosses tumeurs avec des gros ganglions envahis. Donc c'est vraiment un débat personnel. Il n'y a pas de recette standard. Mais retenez quand même qu'aujourd'hui, on est revenu un peu à la baisse. C'est 5 ans. D'accord ? Oui, madame, au troisième rang. Oui, effectivement, au départ, moi, on m'a dit 5 ans d'hormonothérapie. Après, on m'a dit 7 ans. Et après, on m'a dit 10 ans. Oui. Alors... ça a suivi les études qui... Ouais. En fait, je vous dis, ce n'est pas l'objet, mais
Il y a eu une période, elle est récente, hein, c'était il y a 3 à 5 ans, où effectivement des études survenaient, les unes après les autres, qui montraient qu'il y avait peut-être un bénéfice à poursuivre un inhibiteur de l'aromatage. Je pense que c'est ça que vous avez actuellement, je ne sais pas ce que vous avez eu. Non, j'ai pris l'Arimidex depuis 2 ans, c'est un inhibiteur. Qu'on vient de me changer, parce que j'ai eu des effets secondaires assez terribles. Mais... Et maintenant, on m'a donné de l'aromazine que j'ai commencé il y a 15 jours. Pour moi, c'est cousin germain, j'en suis sûre. Oui, mais parfois, les cousins sont différents, même s'ils sont germains. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que ayez quand même, justement, au moins un peu d'optimisme sur le fait que le fait d'avoir changé soit meilleur. Je ne peux pas savoir, je n'ai pas votre dossier en main, ce n'est pas moi qui vous suis, donc je ne sais pas pourquoi il a été décidé de le prolonger chez vous. Il y a peut-être des raisons particulières. En règle générale, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, avec des données contradictoires, je le répète, à part une étude très contestable, on s'arrête à 5 ans. Oui. Sauf situation particulière. Je ne peux pas juger, je ne vous connais pas. Hein, donc, mais sachez que quand même, si on vous l'a changé, c'est qu'il y a vraiment une volonté de poursuivre l'hormonothérapie. Et donc cette volonté, elle est certainement basée sur des convictions. Hein, il faut savoir les respecter, mais vous avez le droit de les remettre en question. On va laisser la parole à nos modérateurs. Oui, non, juste une petite précision que je voudrais vous faire dire à l'audience, parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent, notamment en situation métastatique. On nous demande de plus en plus de faire des biopsies ou des rebiopsies de lésions dans des sites différents des tumeurs. Hein, quelqu'un qui a eu un cancer du sein, donc on connaissait tous les éléments, peut faire une rechute au niveau du foie, du poumon, et on va nous redemander une biopsie. Et en effet, souvent les patients disent « mais pourquoi on me refait une biopsie puisqu'on sait, on connaît ma tumeur ?» Donc je voulais, en question de Candide, que vous puissiez expliquer pourquoi on rebiopsie, et encore aujourd'hui, de plus en plus souvent, en situation métastatique, dans des différents sites, ces lésions, parce que c'est des situations extrêmement quotidiennes pour nous. Merci Luc, en plus merci d'ailleurs de vos biopsies qui nous aident énormément parce que les patientes, les gestes se passent très bien, donc c'est très important aussi dans le suivi de la maladie. La raison elle est simple, c'est qu'on a besoin, comme je vous le disais, parfois de refaire un point stratégique, d'avoir à nouveau la carte d'identité de la tumeur. Parfois il y a un site qui est touché de façon plus importante dans la maladie, par exemple si le foie est touché de façon plus importante, on veut être sûr de l'identité de la maladie au niveau du foie parce que ça va être notre site prioritaire, parce qu'on sait que c'est un organe important et qu'on veut avoir absolument une action sur ce site qui est malade. Donc on demande à nos radiologues d'aller prendre un échantillon au niveau du foie, on refait une identité de la tumeur parce qu'elle peut changer au cours des années. En plus, les techniques ont beaucoup évolué pour la caractérisation génétique des tumeurs, l'identification des profils. Et donc, on veut avoir exactement le sous-type de la tumeur et son identité pour choisir ensuite, de façon collégiale toujours, le meilleur traitement et repartir sur de bonnes bases certaines parce que c'est des traitements qui ne sont pas forcément faciles à supporter, qui ont un coût, et qui doivent être donc très bien choisis pour avoir la meilleure chance de succès. Et donc c'est vrai qu'on fait régulièrement des biopsies. Alors soit par voie radiologique parce qu'on veut être sûr de la carte d'identité de la tumeur au niveau de l'organe, soit parfois ça nous paraît moins important parce qu'il n'y a pas de site prédominant de la maladie. Et à ce moment-là, on tente une prise de sang pour éviter la biopsie. Et s'il y a de l'ADN tumoral qui circule dans le sang, eh ben on a fait une simple prise de sang et on a une caractérisation simple. Juste ajouter une dernière petite chose, il peut aussi s'agir d'un nouveau cancer, un autre cancer, qui n'a rien à voir avec le cancer qui avait été développé la première fois. Donc ce n'est pas forcément une rechute d'un premier cancer, ça peut être aussi un nouveau cancer. Donc du coup, ce n'est pas la peine de traiter avec les mêmes molécules que la première fois, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'un problème de sein, ça peut être un problème de côlon ou autre. Donc voilà, ça aussi, c'était aussi important. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres... Ah, on prend une dernière question, parce qu'on est un petit peu en retard, donc encore une question. Je vais aller vite. En cas de mutation avec un gène BRCA2, oui, sachant que c'est un peu notre cas dans la famille, la mère, moi-même, etc., combien ça coûterait de le faire pour ma fille, par exemple c'est quoi le budget de ça, en fait? Si vous l'êtes, enfin, je suis désolé d'être personnel, si vous êtes porteuse d'une mutation, c'est totalement pris en charge. C'est-à-dire que là, ça ne coûte pas. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce n'est pas tant de connaître les mutations sur le plan financier, j'entends, parce qu'à partir du moment où il y a une mutation identifiée dans la famille, il y a un conseil génétique, théoriquement. C'est-à-dire que vous avez déjà pu voir un généticien. Et dès l'âge de la majorité de votre fille, et si elle l'accepte, elle peut rechercher cette mutation. Hein. Elle peut la faire, et c'est totalement pris en charge.
Je parle des femmes qui ont, c'est un peu compliqué, mais je répète, c'est 5%, les cancers du sein avec cette mutation, BRCA1, BRCA2, mais il y a jusqu'à 20% des cancers du sein aujourd'hui qui ont à peu près la même chose, même si ce n'est pas une mutation en tant que telle. C'est pour celle-ci que c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, il n'y a pas de conseil génétique, il n'y a pas de recherche. Ça s'appelle l'HRD, déficit de recombinaison homologue, c'est très compliqué. Mais normalement, pour votre fille et tous les apparentés, c'est totalement pris en charge. Il suffit simplement de revoir le généticien qui a testé la mutation familiale et de demander à ce que ça soit fait, enfin, si elle accepte, encore une fois, c'est un choix personnel à partir de la majorité, avec toutes les conséquences qu'on peut avoir aussi sur la connaissance à 20 ans, à 25, à 18, de ce type de gène sur sa vie future. Donc c'est vraiment une décision très, très complexe. Mais sinon, en pratique courante, aux États-Unis, c'est moins de 90 €. Vous avez les résultats en 15 jours, il faut quand même le savoir. En France, si vous le faites la recherche, c'est 800, voilà, à titre personnel. Merci. Alors, je vais remercier les docteurs Antoine et le docteur Cessot, pardon, excusez-moi, oncologues médicaux pour leur topo.